Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Auditeurs de la radio VGK, aujourd'hui nous allons recevoir dans notre émission Éclairage Monsieur Éric Dupuis. Il est conseiller spécial du président national de l'ANC, porte-parole du parti bien entendu ANC, chargé de la communication. Alors, Monsieur Éric Dupuis, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Je salue vos auditeurs de la région des Plateaux, notamment de Palinais. Je leur souhaite une excellente fin de semaine. Et pas plus que longtemps, le parti a fêté ses 11 ans. D'abord, dites-nous dans quelle ambiance vous avez commémoré. Est-ce qu'il y a une particularité au cours de cette célébration? Bien sûr, il y a une particularité cette année parce que nous avons mis cette commémoration sous le signe du souvenir. Donc, nous avons commandé des messes et des prières pour tous ceux qui nous ont quittés depuis bientôt 11 ans. Les militants, sympathisants de l'ANC qui nous ont quittés, on a une pensée pour eux. Malheureusement, à cause de la Covid-19, nous n'avons pas pu aller massivement prier, mais nous avons demandé les messes et nous avons demandé à tout un chacun de prier pour la mémoire de ces militants, de ces sympathisants qui ont perdu la vie. Il y a eu une réunion de la jeunesse au siège du parti à laquelle a participé le président national Jean-Pierre Fabre et les maires, les élus locaux. Donc c'était une petite commémoration. C'est tout ce que nous avons organisé cette année. Alors nous allons vous souhaiter bon parcours puisque 11 ans, c'est pas facile. On sait aussi qu'on a du chemin à faire. Alors nous allons parler des élections régionales avec la présence de l'ANC ou non. Aujourd'hui, vous allez nous situer si réellement ANC sera de la partie. Oh, c'est un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Vous savez, un parti politique normalement constitué travaille en permanence pour les échéances électorales. Nous sommes donc actuellement en train de travailler beaucoup, pour mettre en ordre de bataille nos structures, sous-sections, sections, fédérations, puis au sein du bureau national, les diverses commissions qui s'occupent de l'organisation des élections. Et ça, c'est le pain quotidien de l'ANC, d'un parti politique. Vous savez, il y a plusieurs échéances électorales en vue. Il y a les régionales, il y a les législatives, il y a la présidentielle, ainsi de suite. Donc, peut-être pas tout de suite, mais il y a aussi le sénatorial. Donc, tout ça, là, ça fait que l'ANC est toujours en train de préparer. Mais cela ne veut pas dire que l'ANC ne prendra pas à telle ou telle élection, puisque nous continuons à demander que le cadre électoral soit réformé, soit amélioré, pour qu'il y ait pour une fois dans l'histoire de notre pays un minimum d'équité, de transparence dans les consultations électorales. Voilà, raison pour laquelle nous allions quitter la concertation nationale des acteurs politiques, la CNAP. Alors, comme vous avez lâché, n'est-ce pas, le sujet, on va maintenant parler de la concertation nationale des acteurs politiques organisée par le gouvernement. Deux de vos conférences de presse, vous l'avez aussi souligné, vous avez donné les raisons. On va encore rafraîchir la mémoire. Pourquoi ANC a quitté la table? Il y a en tout 3 conférences de presse. D'abord, au mois de juin, nous avions écrit au ministre de l'administration territoriale qui présidait plus ou moins la CNAP pour lui dire que nous n'étions pas satisfaits de la tournure que prenaient les discussions. Nous avons demandé à le rencontrer, M. Fabre l'a rencontré, et à l'issue des discussions, nous avons constaté que on ne prend pas en considération nos inquiétudes qui sont les réformes du cadre électoral. Et une autre fois, nous avons adressé un courrier au ministre en lui disant que si rien n'est fait, nous n'allons pas nous associer aux décisions qui seraient prises à l'issue de cette concertation. Mais pendant tout ce temps-là, nous avons suspendu nos participations. Contrairement à ce que le ministre a annoncé en disant qu'on a quitté la veille, ça faisait bientôt 2 mois et demi, 3 mois qu'on leur disait non, ça ne va pas, nous allons partir. Puis nous avons quitté et nous avons fait une conférence de presse pour l'annoncer. Nos inquiétudes sont essentiellement liées à la transparence des élections. Vous savez, il n'y a jamais eu d'élection transparente dans ce pays. Depuis l'assassinat du père de l'indépendance, je veux dire Sylvanus Olympio,
il n'y a jamais eu d'alternance politique dans ce pays. Après Sivanos, il y a eu le président Nicolas Grunitzky, mais après la chute de Nicolas Grunitzky en 1967, il n'y a plus eu d'élection, il n'y a même plus eu d'alternance politique jusqu'à aujourd'hui. Et après 36 ans du père, actuellement nous sommes sous l'autorité de son fils. Nous disons que cela suffit et que la crise qui mine notre pays depuis des années est essentiellement liée à ce problème de la confiscation du pouvoir. Ils n'ont pas voulu nous écouter, nous avons quitté. Qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons des choses simples. Réforme du cadre électoral et plus précisément, vous savez, ils disent qu'ils font un recensement biométrique. Oui. Le recensement biométrique est pratiqué au Togo depuis 2007. Vous savez, si vous prenez votre carte d'électeur de 2007, il y a l'empreinte digitale, il y a votre photo. Ce sont les éléments de base d'un enrôlement biométrique. Mais il n'y a aucun moyen pour contrôler cela. Quelqu'un dans le bureau de vote qui prend votre carte verra votre photo, votre signature, mais ne saura pas biométriquement si c'est vous. Or aujourd'hui, un peu partout dans le monde, que ce soit au Ghana, que ce soit au Bénin, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger, ainsi que sur le Nigeria, il y a un contrôle biométrique. C'est-à-dire que la personne qui est porteuse de la carte d'électeur présente sa carte et cette carte-là, on la met sur un petit appareil comme le smartphone et immédiatement, votre empreinte digitale est vérifiée. On sait que c'est bien vous qui êtes le porteur de cette carte. Vous pouvez donc voter. On nous dit que non, que ça coûte trop cher. Est-ce que la démocratie a un prix? Si ça doit contribuer à la transparence, pourquoi ne le faisons-nous pas? On refuse. Nous nous sommes battus pendant des semaines pour que le bulletin de vote soit authentifié, non seulement par les hologrammes, mais surtout par des signatures de 2 membres tirés au sort sur les bulletins de vote pour qu'on puisse vérifier si ces bulletins de vote proviennent effectivement du bureau de vote. On refuse après de longues discussions, on accepte le principe, mais cette fois-ci, de doubler la mise. On met et les hologrammes et les signatures. Or, nous savons très bien que ces hologrammes sont fabriqués par eux-mêmes et circulent même dans le pays avant même les élections. Vous savez, ça s'est passé à plusieurs reprises. On a dit maintenant, on va ajouter aux hologrammes les 2 signatures telles que vous les avez demandées. Mais en cas de contestation, c'est les hologrammes qui prévalent. Ça veut dire que c'est le serpent qui se mord la queue, on rentre par la fenêtre, on sort par la porte, donc ça ne veut rien dire. Donc il y a plusieurs éléments que nous avons dénoncés. Nous avons dénoncé également le découpage électoral pour ce qui concerne les prochaines législatives. On n'en a même pas parlé. Nous avons demandé de revoir le découpage électoral pour les législatives parce que nous trouvons que ces découpages sont totalement iniques. Nous avions même dans le passé fait une proposition de découpage, mais ils n'ont rien voulu entendre. Nous avons demandé des mesures d'apaisement, à savoir la libération de tous les prisonniers politiques et le retour au Togo de tous nos compatriotes exilés pour des raisons politiques. On n'en a même pas débattu. Il y a la composition de la CENI. La CENI est aujourd'hui composée de 17 personnes. Quand on regarde bien la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui, on se rend compte que l'Assemblée nationale est quasiment monocolore. Tous les partis politiques présents à l'Assemblée nationale sont acquis au régime RPT. Donc ça veut dire qu'il y a 12 membres de la CENI qui sont acquis déjà à la CENI sur 17. Donc il reste 5. 2 réservés à la société civile et 3 à l'opposition extra-parlementaire. Mais attention, ces 3 attribués à l'opposition extra-parlementaire seront désignés par l'Assemblée monocolore, puisqu'on demande à l'opposition extra-parlementaire de choisir 6 personnes et que c'est l'Assemblée monocolore qui va décider de ceux qui vont les représenter. Vous voyez, on ne peut pas accepter cela, raison pour laquelle nous avons quitté la CNAP. Puis, lors de notre dernière conférence de presse, nous avons sorti un document, j'espère que vous l'avez reçu, qui met en parallèle nos propositions, les décisions de la CNAP et nos observations. Quand on a vu tout dernièrement le vote de l'Assemblée nationale des 3 lois, ces votes ne font que confirmer ce que nous disons. En ce qui concerne la liberté
de manifester, rien n'a changé. Pourtant, cette loi d'août 2019 a été condamnée par toutes les populations togolaises, mais également par les Nations Unies, qui disent que cette loi viole la charte internationale des droits de l'homme. Ils n'ont même pas voulu écouter. L'ancienne loi d'août 2019 disait que on pouvait manifester de 11h à 18h. La nouvelle loi, c'est de 8h à 17h. Mais on rajoute à toutes les interdictions de zones et d'espaces où on pouvait manifester, on rajoute maintenant toutes les rues des villes où il y a des commerces. Ça veut dire que si vous voyez Lomé ou Palimé, si vous voulez manifester, il faut s'éloigner au moins de 3 ou 4 km du centre de ville pour pouvoir manifester. Quand on manifeste, c'est pour montrer au régime, c'est pour montrer aux autorités, c'est pour montrer aux populations qu'on n'est pas d'accord. Mais si c'est pour aller le faire dans la forêt, ça ne veut plus rien dire. Vous voyez? Donc, cet exemple-là également que je voudrais rajouter. Merci, Monsieur Éric Dupuis. Je rappelle qu'il est le conseil social du président national, porte-parole de l'ANC et chargé de la communication. Monsieur Dupuis, ce que je vous demande, qu'est-ce qui a empêché l'ANC à participer aux élections législatives passées? Parce que je me dis aujourd'hui, quand on dit l'Assemblée aujourd'hui est monocolore, on voit que l'ANC n'a pas été à ces élections, sinon les débats seront intéressants. Oui, vous vous souvenez qu'à l'époque, l'ANC n'était pas seule. L'ANC était dans un regroupement de partis politiques, la C14, et qu'on était en discussion avec la CEDEAO pour l'amélioration justement du cadre électoral. Nous avons fait beaucoup de réunions à ce sujet. Moi-même, j'ai participé à plusieurs rencontres et nous avons demandé la parité de la CENI, c'est-à-dire 8 pour l'opposition, 8 pour le régime, et on ne parlait pas de 8 pour les parlementaires, on dit 8 pour l'opposition, 8 pour le régime, et une personne neutre de préférence étrangère pour présider la CENI. Quand nous étions à Conakry, sans l'avoir demandé, c'est le président guinéen de l'époque qui lui-même nous a annoncé qu'il avait discuté avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo et qu'ils se sont mis d'accord que le gouvernement togolais aurait accepté qu'il y ait effectivement 8 et 8 et que le président viendrait de l'étranger, qui serait nommé de l'étranger. Nous avons applaudi. On arrive à Lomé, lors d'une réunion avec la CEDEAO, c'est la dernière je crois, on nous annonce que le régime a refusé. On nous dit, bon, présentez-nous vos 8, nous on a déjà nos 8, mais il y aura en plus le représentant de l'administration, ce qui n'était pas prévu, et puis nous allons désigner le président. Nous avons dit non, c'est pas ce qui a été convenu. Puis nous avons dit, mais vous nous demandez d'aller prêter serment aujourd'hui. Or, vous avez commencé déjà le recensement électoral, tout est prêt. On était à 2 jours ou 3 jours du recensement électoral. Vous nous dites d'intégrer la CENI. Or, on avait dit qu'on arrête toute la procédure pour qu'ensemble on prépare les élections ensemble. Vous avez tout bouclé, les dates sont arrêtées et vous nous demandez de venir vous rejoindre. Ça veut dire que tout le système de fraude était déjà ficelé. C'est le général de Gaulle qui aimait dire, quand il y a un piège à con, on n'est pas obligé d'y tomber. Alors on a dit, si vous ne voulez pas tout stopper pour qu'on fasse le travail ensemble, ce n'est pas la peine que nous y participions. C'est ainsi qu'on a demandé à nos populations de ne pas aller s'inscrire. Et quand on demande aux populations de ne pas aller s'inscrire, la conséquence directe, c'est de ne pas aller voter. Parce que vous ne pouvez pas aller demander aux populations de ne pas aller s'inscrire et en même temps leur demander d'aller voter. Ça n'a pas de sens. Oui, une question pour vous titiller, c'est de vous demander aujourd'hui la Guinée avec Alpha Condé qui est parti, mais on savait que Alpha Condé était le sapeur-pompier de notre crise. Quelle lecture vous nous donnez aujourd'hui? Vous ne me titillez pas du tout, moi je m'en franc-parler. Nous savions au sein de la C14 en ce moment-là que l'intrusion dans les discussions de la CEDEAO allait nous créer de gros problèmes. Nous étions en discussion déjà avec le Ghana. Moi, j'ai représenté la C14 lors des réunions préparatoires des discussions. Et on a travaillé pendant 1 semaine pour préparer les discussions avec les Ghanéens.
tout était bien ficelé. Mais dès que on nous a annoncé qu'il y aurait le président ivoirien et le président guinéen, on a tout de suite compris que les discussions étaient déjà plombées d'avance. Et d'ailleurs, les Ghanéens l'ont regretté très amèrement et ils n'ont pas caché de le dire. Nous avons dénoncé cela, mais bon, nous avons voulu faire avec, puisqu'on était assez avancé dans les discussions. Vous savez, quand ces deux-là sont intervenus dans les débats, tout ce qui était prévu lors des réunions préparatoires a été mis de côté. Et il fallait aller très très vite, nous chevaucher, arrêter les manifestations, ne plus parler de manifestations, ainsi de suite. Donc, à partir de ce moment, on savait très bien qu'on n'allait plus aboutir. Raison pour laquelle nous n'avons pas pris part aux législatives et nous ne le regrettons pas. Maintenant, quel espoir vous donnez à la population togolaise, pour ne pas vous demander quelle stratégie vous aurez forcément coûte et coûte qui est alternance? Est-ce qu'aujourd'hui on doit compter sur l'ANC? Est-ce que l'ANC met le bouchée double pour qu'il y ait alternance? L'ANC travaille toujours pour qu'il y ait l'alternance. C'est l'un des objectifs premiers de la création de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Comme le dit notre nom, nous nous battons pour le changement dans ce pays. Et nous avons une confiance du soutien du peuple togolais. Ce n'est pas parce que tout dernièrement, lors de la présidentielle, des menteurs, des gens qui ont fait des montages grossiers pour discréditer le candidat Jean-Pierre Favre, pour le salir et autres, qui ont fait que nous allons baisser les bras. Non, nous continuons la lutte et nous savons très bien que nos populations, celles qui s'étaient un peu égarées, peut-être, en votant pour ce regroupement, vont revenir progressivement au bercail. Nous n'avons jamais eu de double langage, nous n'avons jamais menti aux populations. Vous savez, je n'aime pas revenir là-dessus, mais il faut le dire, il faut que les populations des plateaux le savent également, parce que Monseigneur Poujou est issu des plateaux. Il a beaucoup fait pour détruire l'opposition togolaise. Il s'est ingénié à détruire des dizaines d'années de travail, de dur labeur, et il a failli réussir. Si il n'avait pas été en face d'une personne aussi déterminée que Jean-Pierre Fabre, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus de parti politique de l'opposition au Togo. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, c'était en 2010 je crois, on voulait faire une manifestation et à l'époque, le ministre de l'administration territoriale était M. Pascal Bodjena. Et il voulait nous empêcher et on a discuté longuement. Il y avait d'ailleurs feu André Johnson. Et au bout d'un moment, je dis, on fera quand même la manifestation. On est habitué au gaz, vous pouvez nous faire gazer, on s'en fout. Puis à la fin, il me dit, grand frère, Jean-Pierre Fabre, c'est pas un ami à moi, hein, c'est pas mon ami. Mais un jour, le peuple togolais saura que sans lui, il n'y aurait plus d'opposition au Togo aujourd'hui. Avec la signature qu'on a eue avec le vieux, il n'y avait plus aucune chance d'avoir une opposition au Togo. Donc on se retrouve dans la même situation aujourd'hui. Et cette fois-ci, c'est Brigitte Aguemagbo et Kodro, tous les deux, qui ont voulu détruire tant d'années de travail des Togolaises et des Togolais pour approcher, pour mettre en difficulté le régime. Et on a mis en difficulté le régime. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Rien. Plus aucun parti de l'opposition ne bouge le petit doigt. On a arrêté au régiment, président d'un parti politique. Vous avez vu une manifestation dans les rues? Non. Et pourtant, quand on avait arrêté Pascal Bodjona, l'ANC a organisé des manifestations pour protester. Quand on avait arrêté Niassibé Pacha, l'ANC a protesté, ainsi de suite. Aujourd'hui, rien. Ça, si on a atteint ce niveau de lassitude, de désintérêt de l'affaire politique par les populations togolaises, il faudra remercier Mme Aguemagbo Johnson et Monseigneur Poujou. Je comprends combien de fois cette histoire, ce sujet est très difficile pour l'ANC, et puisqu'on en a parlé lors de la deuxième conférence de presse, on se dit l'ANC doit changer de stratégie. C'est là où je me vous demander comment faire pour oublier ce passé et relancer la démocratie. Oh ben, nous avons oublié le passé. Nous sommes déjà en train de travailler. Mais vous savez, l'oubli ne veut pas dire effacer.
Moi j'ai oublié, je n'ai pas de haine. Je n'ai pas de haine. Mais il y a encore des gens, des Togolaises et des Togolais, qui ne sont pas encore informés, qui n'ont pas encore compris. Donc, en histoire, dans l'enseignement comme en politique, la répétition permet de rappeler la réalité aux gens. Vous savez, il faut régulièrement rafraîchir la mémoire aux gens, parce qu'il y a encore des Togolaises et des Togolais qui croient ce qu'on leur raconte sur les réseaux sociaux. Que telle personne aurait gagné, on lui aurait volé sa victoire, et pourquoi l'ANC? Ils continuent à le raconter. Donc il est de notre devoir d'expliquer sans passion aux populations ce que nous pensons et quelle est la vérité. Moi, c'est le seul objectif de ce que je dis. Expliquer aux populations la réalité des choses. Et si je posais cette question de stratégie de relancer la démocratie, c'est que, puisque longtemps on en a aussi écouté, ce que le président national du MRC a encore dit sur Jean-Pierre Fabre. Je ne sais pas si c'est à tort ou à raison. Oh, c'est à tort. Vous savez, on dit souvent que c'est au fruit mûr qu'on jette des pierres pour que ça tombe. Hein. Donc, c'est parce que c'est un homme qui représente la lutte que nous menons. La dernière fois, je passais sur un véhicule, c'est marqué « Les jaloux vont maigrir ». Je n'ai pas compris le sens de cela, mais cela m'a fait sourire. Vous savez, Jean-Pierre Fabre n'est pas Jésus. Il ne peut pas porter tous les fardeaux et toutes les erreurs du peuple togolais. Jean-Pierre Fabre n'est pas, je ne sais pas comment dire, l'homme qui va supporter tous nos échecs. Et c'est un père de famille, c'est un homme honorable, c'est un homme qui a une haute idée de la lutte politique. Et sa lutte politique ne date pas d'aujourd'hui. Ses parents, ses grands-parents se sont battus pour ce pays. Le père de sa mère était l'un des plus proches collaborateurs de Silano Solenpio, M. Franklin, appelé Piam Piam. Et il a été élevé essentiellement dans l'esprit Ablodou. Donc, ce que les jaloux racontent, je sais que ça fait mal quand on touche à sa mère, quand on raconte des insanités sur nos mamans, ça nous fait très très mal. Vous faites allusion à cette dernière sortie, je ne voudrais même pas, non, c'est trop dégoûtant pour que je puisse répondre à cela. Et d'ailleurs, cette personne n'est pas à sa première sortie, comment dire, du niveau des caniveaux. Hein. Mais il y a une chose qui a arrêté mon attention dans ses propos haineux, dans ses propos scabreux, dans ses propos, je ne sais même pas comment le qualifier. Il y a une chose qui a retenu mon attention et je suis surpris de voir que ni la justice togolaise, ni le ministre de l'administration territoriale n'ait réagi. Dans la charte des partis politiques, il est écrit ceci. Permettez que je puisse vous en donner lecture. Il est écrit dans l'article 26 de la charte des partis politiques, et il faut que la loi soit applicable pour tout le monde. L'article 26 dit ceci. Sera puni conformément aux lois en vigueur tout dirigeant de parti politique qui, par ses déclarations publiques, écrit ou démarche, incite à la violence, au tribalisme, au régionalisme, au racisme, à la xénophobie ou à l'intolérance religieuse. À défaut de dispositions pénales réprimant de tels faits, le dirigeant sera puni des peines prévues par l'article 25 de la Charte des partis politiques. Donc, que dit l'article 25? Quiconque dirige ou administre un parti politique en violation des dispositions de la présente charte encourt une peine de 3 à 12 mois d'emprisonnement, une amende de 100 000 à 500 000 ou d'une de ces deux peines seulement. Voilà. Donc, quand on entend un chef de parti, vous avez dit que c'est un chef de parti, dire qui est Jean-Pierre Fabre, il est qui pour pouvoir prétendre être président dans ce pays? Il est Kabien ou il est Togolais? Donc, si je comprends bien, quand on n'est pas Kabien, on n'est pas Togolais. Quand on n'est pas Kabien, on ne peut pas avoir de l'ambition pour ce pays. Je pense que tous les Togolais doivent réfléchir à cela. Et j'invite M. Boukessi, ministre de l'administration territoriale, puisque c'est lui qui s'occupe des partis politiques au Togo, j'invite
le procureur de la République à s'autosaisir pour que de telles histoires ne sortent plus de la bouche d'un responsable politique. C'est totalement inadmissible. Tous les Togolais doivent être capables de porter plainte contre cette personne juste pour cette phrase, qui est totalement inadmissible pour notre République. Je pense que vous-même, vous allez aussi le faire contre M. Abbas Kaboua, président national du MRC. Moi, je ne sais pas ce que le parti va faire. Le parti n'a pas encore discuté de ça. Vous savez, moi, je prends ça de très loin. Hein. Mais je comprends que le président national, des camarades, ont été blessés dans leur amour propre. Il appartient au président national, il appartient d'abord à ces personnes salies de voir quelle réponse donner, et ensuite le parti prendra sa décision. Oui. Au vu de tout ce qui précède, je me demande, en tant que citoyen lambda, est-ce que l'ANC va vouloir encore travailler, rentrer dans une coalition, rentrer dans un regroupement avec d'autres partis politiques de l'opposition? Puisque à un moment ou l'autre, vous le disiez, sans l'ANC, il n'y a plus d'opposition. Est-ce que si un parti politique de l'opposition approche l'ANC, est-ce que vous allez l'accueillir favorablement? Bien entendu, nous avons de bonnes relations avec des partis politiques de l'opposition, hein, donc nous ne sommes pas coupés avec tous les partis de l'opposition. Nous continuons à dialoguer avec des partis comme ADI, comme UDS et autres. Nous discutons librement. Maintenant, travailler ensemble, ça dépend de ce que on met dans travailler ensemble. Il est clair que aujourd'hui, il est difficile d'imaginer qu'on se retrouve dans la même situation que la C14. Où on mélange tout, non, je pense que pour l'instant, et puis dans un premier temps, comme on dit, cultivons d'abord nos jardins. Il faut que chaque parti de l'opposition se mette à l'œuvre, remobilise ses troupes. C'est quand on aura repris le terrain que ceux qui sont présents sur le terrain, on peut envisager d'œuvrer ensemble, peut-être région par région, et ainsi de suite. On peut imaginer beaucoup de choses. Vous avez tout à l'heure parlé de changer de stratégie. Oui, nous allons changer de stratégie quant à nos futures relations avec d'autres partis politiques. Voilà, Monsieur Éric Dupuis, autre question qui nous intéresse dans notre entrevue, c'est aussi les questions de la vie chère, les questions du chômage au niveau de la société Mechamina. Tout ce qui se passe aujourd'hui, comment les Togolais crient la vie chère? L'ANC est sensible à ces cris des Togolais? Bien entendu, vous parlez de Mechamina. Ce qui s'est passé dans cette entreprise est totalement inacceptable. Totalement inacceptable. Et ce que je trouve dramatique, c'est que le ministre du Travail n'a même pas daigné intervenir. On renvoie pratiquement tous les membres d'une entreprise pour des raisons syndicales. Un syndicat qui proteste, on se permet de renvoyer tout le monde et le gouvernement ne dit rien. Puis après, on fait signer une lettre totalement déshumanisante aux salariés et le gouvernement ne dit rien. Je ne le comprends pas. On a l'impression que le gouvernement a peut-être des intérêts dans cette entreprise, qu'il est coincé dans ses possibilités d'agir, dans la protection de ses concitoyens, et ceci est très grave. Maintenant, quant à la cherté de la vie, nous l'avons dénoncé à maintes reprises. Nous sommes dans un pays où le salaire minimum est toujours à 35 000 francs, et ceci depuis plus de 15 ans que nous sommes à 35 000. Mais nous savons qu'avec 35 000, on ne peut pas vivre. Moi, je vais au marché, je fais mes courses moi-même. Vous allez au marché, vous achetez du Doevi pour 500 francs, ça ne vous remplit pas un petit panier comme ça. Mais on se demande comment les gens font pour vivre. Vous savez, souvent, je cite un exemple, quelqu'un qui gagnerait 70 000 francs par mois. C'est pas beaucoup. 70 000 francs par mois, je parle de Lomé. Excusez-moi, mesdames et messieurs les auditeurs des plateaux, je prends Lomé. Cette personne va prendre Zénidjan pour aller au travail et revenir. Je considère que il va le matin, il revient le soir. Sur une base de 500 francs pour la journée, c'est impossible. Hein. 250 francs aller, 250 francs retour, ça fait 500 francs. 500 francs pendant un mois, à raison de un aller-retour par jour, ça fait 15 000 francs. Ça fait 15 000.
À ces 15 000 francs, vous ajoutez son loyer, 25 000. Vous ajoutez forfaitairement l'eau, l'électricité, disons 5 000. Ça fait combien? Ça fait 45 000. Pour ce ménage, pour s'habiller, se nourrir, se soigner. Même si on ne disait que se nourrir, divisez-moi par 30, ça ne fait même pas 1000 francs par jour. Or, il y a des milliardaires au Togo. Je ne refuse pas qu'il y ait des milliardaires. C'est normal quand on travaille dans un pays que des gens s'enrichissent. Mais ce que je ne comprends pas, s'enrichir parce qu'on a été fonctionnaire toute sa vie, devenir millionnaire parce qu'on a été ministre ou fonctionnaire toute sa vie, je ne le comprends pas. On ne fait pas de la politique pour s'enrichir. On n'est pas ministre pour s'enrichir. On n'est pas directeur de société d'État pour s'enrichir. On n'est pas fonctionnaire pour s'enrichir. Or, au Togo, ceux qui sont bien, ceux qui sont nantis, sont les gens du régime. Or, les populations souffrent. Vous allez au marché, les gens ont du mal à vendre pour 1000 francs de recettes par jour. Nos amis des plateaux qui nous envoient des fruits et légumes, avocats, oranges, ainsi de suite, igname, ceux qui font l'aller-retour, on négocie les prix, on baisse le prix, c'est lui dit que le cultivateur n'arrive même plus à avoir le minimum, le fruit de son travail. Parlons de café cacao, qui faisait l'honneur et la fierté de nos populations des plateaux. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? La plupart des champs de caféiers et de cacaoyers sont devenus des forêts. Moi, quand j'étais petit, dans les années 56, j'ai vécu à Badou, je sais de quoi je parle. Puis après, j'ai vécu dans le Cloto, je sais de quoi je parle. Quand on passe là-bas maintenant, c'est la désolation totale. Voilà, c'est comme ça qu'on dirige un pays. Mais pendant ce temps-là, on augmente l'électricité, on augmente l'eau, on augmente les tarifs des péages, on augmente l'essence. Le chômage est endémique au Togo. Le nombre de jeunes qui font le zémidian parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire est énorme. Des enseignants ont du mal à vivre. Donc, rien ne va dans ce pays. Il y a une minorité, comme le dit le chef de l'État lui-même, qui accapare les richesses de ce pays, mais cela continue. Il a dénoncé cela, mais il n'a rien fait pour l'arrêter. C'est ça aussi, le paradoxe de notre pays. J'ai une autre question à vous poser, c'est pour avoir votre compréhension aussi sur la vie chère. Je sais que vous attendez parler des femmes pyramides qui mènent aussi cette lutte. Il s'est fait que une de leurs leaders est arrivée, n'est-ce pas, chez nous à Kpalimé après une émission. La dame est sortie pour aller sensibiliser les femmes du marché. Et c'est sur les lieux du marché central que vous connaissez tous aujourd'hui, est délogé au niveau de la gare ferroviaire, où aujourd'hui on l'appelle la Civimé, en attendant que les femmes n'aillent vers le marché château en construction. Et c'est le préfet qui était derrière la dame pour l'interpeller et l'amener au commissariat. Qu'est-ce que vous en dites? Je condamne cette arrestation parce que ça aussi, c'est la violation des droits de l'homme. Quand on arrête quelqu'un pour avoir usé de son droit de citoyen, je trouve que c'est criminel. On interdit aux populations de manifester, on interdit aux populations de se réunir, on interdit aux populations de s'exprimer. Je vais vous dire la vérité, je ne sais même pas ce qu'il y a derrière ce regroupement des femmes. Je ne le sais pas. Et je vais vous dire, l'ANC ne s'est jamais réunie pour en parler, ni au comité politique, ni au bureau national. Pourtant, j'ai lu sur les réseaux sociaux que je suis l'un des bailleurs de fonds de cette association que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne connais même pas ceux qui sont à l'origine de ce truc-là. Vous savez, on raconte tellement d'histoires dans ce pays et que parfois on se demande si on est tombé sur la tête. Hein. On m'accuse, on me dit voilà, Dupuis et sa femme financent. Or, on ne sait même pas ce que c'est. Je ne peux même pas vous dire qui, comment, pour quelle raison, je ne sais pas. La première fois, ils ont demandé à ce que on se mette en noir contre la vie chère. Moi, spontanément, je me suis mis en noir parce que, bon, j'allais voir le président national et il a bien rigolé me disant, mais, ah, tu as suivi ce truc-là? Je dis, ben, si c'est pour la bonne cause, pourquoi pas? Et il m'a dit, ah, moi aussi, je vais mettre pour la bonne cause. Mais on ne sait pas qui c'est. Peut-être qu'on serait tombé dans le piège que ça soit organisé par le RPT Uni, on n'en sait rien.
On n'en sait strictement rien. Je vous le dis, ce n'est pas une initiative de l'ANC. Cela ne veut pas dire que dedans, il y a peut-être des sympathisantes ou des militants de l'ANC qui se sont investis dedans. Mais le parti en tant que tel, non. Non et non. Non et non. On n'a jamais abordé cela au comité politique, on n'a jamais abordé cela au bureau national. Moi, en tant que président fédéral de Golfe 2, on n'a jamais abordé cela dans nos réunions. La question ne m'a jamais été posée. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. J'ai fait depuis plusieurs émissions radiophoniques, j'ai accordé plusieurs interviews. Vous êtes le seul à m'avoir posé cette question-là. Voilà. Donc ça veut dire que cela n'intéresse pas beaucoup de gens. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.